Salut les rêveurs, c'est Carlson. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial. Il s'agit de l'interview d'un ami et j'espère que cela vous plaira. Il s'agit d'un joueur et d'un MJ de Vampire la Mascarade et qui connaît bien le monde des ténèbres évidemment. Donc c'est parti. Salut Tot et merci d'être là. Salut Kelson. Du coup, je te remercie pour discuter un petit peu de Vampire la Mascarade et du monde des ténèbres. Alors j'ai envie de dire, on pourrait commencer par déjà, depuis quand tu es tombé dans le monde des ténèbres? Au siècle dernier, dans les années 90, Hmm. Ça remonte un je dois peu, hein. faire ouais, pas encore 30 ans, mais presque. Ouais, ça fait un peu de temps, ouais. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient tirer avantage de cette expérience. Alors évidemment, Peut-être. c'est Vampire la Mascarade qui t'a attiré le plus. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi? À l'époque, on jouait autour des tables. On jouait dans les soirées avec les copains et c'est le jeu qui ressortait un peu plus du lot par rapport à l'Heroic Fantasy qui était très présent, ou même Toulouse qui commençait à trouver sa place. C'est surtout Vampire qui a attiré les masses. Et, euh, et on avait un MJ qui, justement, pouvait nous proposer ce type de campagne ou ce type de format en soirée. C'était plutôt agréable de se C'était réunir pour, justement, se raconter des histoires. C'était une alternative pour toi pour éviter de jouer à la fantasy qui t'intéressait moins ou c'était par goût? Non, je pense que c'est la découverte du jeu de rôle, c'est ça qui est tombé. On est tous tombés un peu sur les livres dont on est le héros. Mhm. On avait justement cette Heroic Fantasy. On jouait si on avait les dés à proximité ou pas. Et là, pour le coup, le maître de jeu, le compteur, lui, il avait ce format-là. Il y avait d'autres compteurs, mais comme on le sait tous, c'est bien d'avoir un bouquin. Après, de le mettre en application, ça prend toujours un peu de temps et de motivation. Et visiblement, c'était notre copain qui était plus motivé que les autres pour faire des soirées et des scénarios. Ouais, le mec qui avait poncé vraiment le bouquin pour vraiment vous donner quelque chose de qualitatif, quoi. Voilà, le gars clairement avait vraiment envie de nous faire découvrir le jeu de rôle. Il y avait toutes ces choses qui tournent autour, comme j'expliquais avant. Il y avait Shadowrun aussi. Il y avait tout un tas de petites choses, mais euh, ce type-là avait les feuilles de perso, avait l'écran du compteur, avait la structure aussi. C'est-à-dire que faut pouvoir se mettre autour d'une table et être tranquille. Euh, Quand tu es ado ou quand tu es post-ado, il faut pouvoir avoir du temps, de l'espace, pouvoir mettre la musique, avoir une ambiance. Et c'était pas facile quand la plupart des copains vivaient chez les parents, Mhm. euh, d'avoir un collègue qui lui avait sa propre maison. C'était assez chouette de pouvoir en jouir Tu et m'étonnes. de pouvoir explorer cet univers. Ok, on comprend mieux, je pense. Et du coup, tu as connu forcément différentes versions de Vampire la Mascarade. Et la question qui se pose, c'est comment tu as vécu en fait ces différentes versions, en bien comme en mal, j'ai envie de dire. Ah, je ne vais pas être très objectif là-dessus parce que j'ai toujours été curieux. Et donc, on a connu la première version. Et quand la seconde version est arrivée, on était curieux justement de voir les mises à jour qui avaient été mises en évidence. Donc, on s'est dit, ah oui, chouette, il y a des nouveaux clans, il y a de nouvelles lignées, il y a de nouvelles règles, il y a des points de dégénérescence, des atouts, des faiblesses. Il y a tout un tas de choses qui sont rajoutées au fur et à mesure des années. Et systématiquement, dès qu'il y avait une nouvelle version,
Tu passes de la 1 à la 2, de la 2 à la 3. T'as cette curiosité, même si t'as des habitudes sur certaines versions, mais t'as cette curiosité de voir cette évolution. Et après, on est passé à la V20. Il y a eu Requiem entre eux, mais je pense que c'est un peu passé dans les oubliettes. Mais la V20 a ramené un petit peu toutes les meilleures règles. Et quand tu arrives à la V5, bah, tu te dis, tiens, c'était simplifié. Et c'est sûr que actuellement, ça, ça s'y prête mieux. On peut être nostalgique de certaines choses, mais si on reste curieux, c'est cool de toujours ouvrir un nouveau bouquin de jeu de rôle, de voir une nouvelle application, et de se dire, bah, soit on met le lore d'à côté, quoi, le lore, on le met de côté et on bazarde tout, soit on peut récupérer de ce qu'on avait vu avant et de le transformer un petit peu à sa sauce. Mais ouais, j'ai cette curiosité que beaucoup de gens dans la communauté du monde des ténèbres réfutent. Ils disent, bah non, moi je préférais telle ou telle version et les autres versions ne comptent pas pour à mes yeux. Hmm. Oui, on a des microcosmes qui se sont faits dans le temps et on parle de décennies, donc ça je le comprends très bien. Mais du coup, est-ce que tu peux parler, toi, on va dire, de ta vision de la V5 de Vampire la Mascarade et ce qui t'a attiré dans cette version surtout, je pense. Hum, La V5 simplifie plein de choses. Il y a plein de jauges qui disparaissent, des jauges que peu de MJ font jouer. Euh, je vais parler des vertus, des points de sang, de l'humanité. Alors l'humanité, c'est un peu bizarre, mais à travers le temps, ils ont mis des voies dans l'humanité et tu avais des conditions sur tes actes. Tu pouvais perdre des points d'humanité ou tu pouvais. Tu avais le concept. Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien aussi, mais qui a disparu. Tu avais attitude et nature et attitude. Et le fait de jouer de ta nature et attitude te faisait gagner des points de volonté. Des petites choses un peu basiques, mais c'était assez rigolo de voir toutes ces jauges à l'époque. Cependant, maintenant on raconte des histoires et les péripéties doivent s'enchaîner. Faut qu'il y ait un rythme qui, euh, qui soit imposé. Il faut que les gens restent euh, attentifs à l'histoire. Et de saccader l'histoire par des jets de dés, à ne plus en finir, euh, des, des situations où ouais, tu vas passer 15 minutes à balancer des dés. Et on décroche actuellement, c'est bien justement dans cette version 5 d'être un peu plus dans dans le narratif, dans le dialogue, que se perdre dans des règles, dans des alinéas, dans des paragraphes, dire non, il faut faire telle association pour faire telle chose. Euh, Tu as tant de points dans telle catégorie, tu es censé le faire. La dernière fois, je prenais l'exemple du charpentier. Euh, le charpentier va pas systématiquement faire un jet pour faire son travail. Il sait comment il va faire sa charpente. Et, pour planter un clou, il n'a pas besoin de faire un jet. Il Hmm. faut pas que ce soit toujours de la simulation. Ouais. Là-dessus, c'est sûr qu'il y a eu une progression dans le bon sens et puis on en avait déjà discuté et je parlais de l'idée qui était intéressante que ce soit débutant friendly en fait, de permettre à des nouveaux joueurs de découvrir l'univers. Et bon, peut-être avec certains anciens d'essayer de se raccommoder, même si certains préfèrent s'accrocher à d'autres versions. Du coup, ça va m'amener à te demander, est-ce que tu as des conseils pour les débutants de Vampire la Mascarade ou les personnes qui ne se sont pas encore lancées? Euh, ouais, mais faut prendre le bouquin et puis regarder ce qui peut être intéressant. On peut tous avoir son interprétation du bouquin. Ils le disent très très bien dans les premières pages. Ça a toujours été dit dans toutes les versions. C'est un support, c'est un outil et vous en faites ce que vous en voulez. Si vous voulez en faire du boss, du porte-boss trésor, bah
pouvez aussi faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Là, je vais m'attirer les foudres des anciens, mais je m- je m'en fous un peu quand même. Parce que le but, c'est vraiment de s'amuser et de prendre en main le bouquin. Des fois, ça peut être quelque chose d'effrayant. Cependant, il y a des supports. Et ce qui est plutôt bien maintenant avec les tables virtuelles, c'est qu'on a des supports comme Roll20, VTT Foundry, Discord et autres, qui nous permettent des facilités narratives et exécutives. Et sur certains de ces supports, quand vous ne connaissez pas spécialement toutes les associations, vous avez des gens qui ont déjà créé des feuilles de perso interactives et à partir de là, vous pouvez euh, bien entendu, vous permettre de pas connaître à la ligne près toutes les règles, mais vous servir de cette feuille de perso pour vous aider à, à compter. Vous avez votre histoire, vous avez vos intervenants, ça c'est propre à chacun. Il n'y a pas besoin de connaître tout un lore, d'avoir lu les 50 bouquins de vampires pour se mettre là-dedans. Vous avez votre concept et après c'est les règles, comment vous allez les mettre en place. Et si vous avez vraiment besoin d'une béquille supplémentaire, il y a ces supports qui existent avec des fiches de perso qui sont déjà préfaites par des gens qui ont déjà fait un travail incroyable. Et à partir de là, vous pouvez vous amuser sans vous prendre trop la tête à dire tiens, est-ce que j'ai le bon nombre de succès? Non, tout est donné. Vous cliquez sur des boutons, des petits onglets, ça fait des associations de dés, ça vous met dans le chat vos réussites et à partir de là, on établit la situation. C'est assez génial. C'est vrai. Et du coup, j'en profite pour rebondir, puisqu'on a parlé aussi des vétérans. Est-ce que tu aurais du coup des conseils pour les vétérans ou leur donner envie de découvrir par exemple la V5? Il y a quelques ouvrages, bon, certains ne le voient pas comme quelque chose d'intéressant. Euh, pour ma part, je trouve que le journal de Beckett fait une bonne transition. Euh, Pas des révélations de dingue, comme le livre de Nod ou d'autres livres comme le GN, qui était passé précédemment, qui a eu une nouvelle version. Mais dans l'absolu, euh, on n'est pas obligé de mettre le lore qui a été fait dans les précédentes versions à la poubelle. On Mhm, peut s'en servir comme base. tout à On fait. peut, euh, on peut ressusciter les morts si on a envie. On est totalement libre parce que comme je l'ai expliqué juste avant, et comme les premières fiches des bouquins le rappellent, c'est un outil. Donc, on peut prendre l'époque qu'on veut, on peut prendre les personnages qu'on veut, et, euh, et la V5 n'est pas si terrible que ça. Elle va pas vous chambouler de dingue. Il y a juste les vertus qui ont disparu. L'humanité n'est plus avec des voix. Et il y a les points de soif. Et les points de soif permettent un petit peu de mettre toujours la bête en avant et de lui faire des dingueries. Et c'est ça Oui, qui est assez génial. tout à fait. Ouais. Réussite bestiale ou échec bestial, ça peut te faire partir dans l'imaginaire. C'est assez génial. Donc oui, il faut pas être hermétique. Et puis bah, quand on prend un nouveau bouquin, que ce soit un nouveau bouquin de vampire ou qu'on passe sur du werewolf ou du mage ou autre, eh ben, on a cette curiosité de découvrir et il faut toujours avoir ce côté un peu, voilà, l'émerveillement qu'on Tout à avait fait, la quand on était plus découverte. jeune, de la Exactement. découverte. Exactement. Et du coup, on va aborder quelque chose, on va dire, de plus courant par rapport aux structures, par rapport aux récits qu'on retrouve souvent dans Vampire la Mascarade. Tu connais la structure la plus courante dans les récits de Vampire la Mascarade. Le prince qui dirige une ville utilise les personnages des joueurs pour être des larbins. Qu'est-ce qui te semble intéressant pour sortir de ça en fait? D'où le fait que la V5 est bien, parce que
il y a eu des choses qui ont été mises un peu à plat. Donc, tu as toujours des grosses mégalopoles, grosses métropoles où tu vas voir cette structure féodale mise en place qui va être un espèce de rouleau compresseur sur les joueurs. Mais tu as pas mal d'ouvrages qui t'expliquent que tu peux le faire dans une petite ville. Dans une petite ville où il n'y a pas spécialement de prince. Il peut y avoir peut-être éventuellement un exilé, une autarchie peut-être, ou un baron ou une baronne, ou une structure sabbatique, peu importe. Tu peux aussi te faire une ville où bah, il n'y a pas de vampires. Et cette ville-là irait très bien pour une petite coterie de 4-5 joueurs et bah, ils feraient leurs histoires là-dedans. Ils seraient pas obligés de tributaires d'un prince. La ville serait rattachée sûrement à une région ou à un État ou à un département qui, lui, serait rattaché à un prince qui surveillerait justement cette région, peut-être de loin, qui enverrait des émissaires en disant, tiens, il y a des descendants qui ont établi une politique là-bas, autant aller voir, autant envoyer une délégation et leur dire, bon, les gars, il y a des règles. Donc, faites attention si c'est des règles sabbatiques, si c'est des règles anarchiques, anarches, ou si c'est des règles Kama. Euh, mais en l'occurrence, de pas les assaillir d'un rouleau compresseur qui leur dit, vous êtes les larbins de tel larbin, et puis il y a des N plus 1 à non plus finir. Et ça peut être très lourd à digérer et assez pénible. Après, il Du y a coup, certains compteurs qui aiment bien. oui, oui, effectivement. Alors que le récit, en général, on essaye de le bâtir ensemble et d'en tirer du plaisir ensemble. Et du coup, c'est vrai que cette espèce de structure féodale qu'on retrouve parfois même chez les MJ, ça peut être un peu effrayant. Donc, moi, je le prends aussi comme une invitation au voyage et à la possibilité justement de ne pas rester aux États-Unis, de ne pas rester forcément non plus en France, mais évidemment, la planète, le monde est votre terrain de jeu, quoi. Ne vous privez pas, quoi. Tout à fait. Même sur une petite île, ça peut marcher. Hein, quelle scène. N'est-ce pas? Du coup, je vais rebondir sur des anecdotes un peu plus personnelles. Quelle serait ta pire expérience de jeu dans Vampire la Mascarade? Ou anecdote? En pire expérience, oui, bah c'est ça, c'est vraiment les MJ qui sont restés ancrés dans leur carcan de, de dominants, de sadomasochistes, où ils sont là juste pour humilier du joueur, euh, leur imposer ce côté féodal, et à la moindre action, faut faire un jet de dés, et tout est punitif, et ça n'a pas d'espèce de bon sens parce que, en clair, tu n'es pas là pour jouer, mais juste pour subir. Et si le MJ il a passé une mauvaise semaine ou une mauvaise journée ou il s'est passé quelque chose dans sa vie, il va juste se défouler sur ses joueurs. T'en ressors de la session un peu déçu, un peu frustré, et même si tu sais que ça ne reste qu'un jeu, t'as pas spécialement envie de rééditer l'expérience, sauf Ouais. si évidemment t'es fan du sadomasochisme, hein. Mais t'as pas spécialement envie de rééditer l'expérience. Ça Non, bah, enterre la j'étais parti partie en pour jouer. général. Ouais, j'étais parti pour jouer, j'en ai pris plein la gueule. Non, ça m'intéresse pas trop. Autant en prendre un peu parce que j'ai fait des dingueries ou j'ai fait des mauvais jets, bon bah j'assume. Mais de passer 3 ou 6 heures à te faire punir, C'est pas il n'y la a pas peine. d'intérêt. Ouais. Et du coup, bah, forcément, on va parler de ta meilleure expérience de JDR dans Vampire le Mascarade. Ah, je pense que cette expérience-là, elle est racontée sans spoiler, dans une vidéo que tu as faite. Alors, je ne sais pas si elle sera précédente ou Donc antérieure. carrément, ah carrément, la meilleure, tu dis que c'était Kelly, quoi.
Ah, je pense qu'on a tellement voyagé sur cette roue Bressonade, on était tellement bien, même si Poème de sang, c'était fou, mais je crois que Tekili Island, il n'y avait pas cette structure féodale, ça nous a laissé une, une largesse d'action phénoménale. Et ouais, le fait d'être sur une île, là, t'es complètement déboussolé, t'as plus tes repères et tu dois gérer justement avec ce manque de repères, ce manque de féodalité, ce manque de... t'as ton N+1 qui va te protéger. Non, t'es tout seul. Là, t'es tout seul avec tes Le compagnons lâcher prise. Ok. et débrouille-toi. Et puis émerveille-toi, surtout parce que tu es sur une île, donc va falloir que tu découvres cette île, tu vas falloir que tu découvres les antagonistes, les protagonistes, les différentes énigmes, les différents tenants et aboutissants. Et ouais, t'es en mode détective, t'es en mode explorateur, aventurier. T'es un petit peu un Lara Croft du vampire. Et même s'il y a les même s'il reste les conditions, hein. Faut pas se dire que c'était du porte-donjon trésor. Non, t'avais les conditions de vampire, sauf que t'avais un environnement qui prêtait à un côté ouais, Tomb Raider ou Lost, les disparus. T'avais vraiment ce côté aventurier qui était assez chouette. Bah écoute, Mais franchement, je pensais que t'allais me parler d'une autre anecdote, mais je prends. Je t'en remercie beaucoup. après, on en a Euh, fait beaucoup ensemble, hein, mais ouais. c'est vrai que les, le poème de sang et Tequila Island, alors je sais pas si ce sera, tu le compteras aussi, poème de sang, mais c'était quand même de belles expériences. Et là, la dernière qu'on finira mercredi prochain est pas mal aussi. Ouais, on en parlera à l'occasion aussi de celle-là. Du coup, si tu devais conseiller des ouvrages de la gamme, qu'est-ce que tu conseillerais et plus particulièrement pourquoi? Hmm, j'ai bien aimé la seconde acquisition, parce que je trouve qu'il y a des opportunités incroyables de personnages dans la seconde acquisition. Euh, Et puis surtout que ça te fait une force supplémentaire où les humains peuvent un peu se débrouiller. Euh, Il y a, si on sort un petit peu et qu'on reste dans la seconde acquisition, il y a Hunter qui est dans la même gamme du Monde des Ténèbres, qui est vraiment chouette aussi. Euh, le Sigil de sang, j'ai beaucoup apprécié aussi parce que pour le coup, les sangs clairs ont un côté trémère, un côté sorcier ritualiste, alchimiste, qui est très rafraîchissant, très enrichissant, même si ce ne sont pas des trémères, hein, même si ce ne sont pas des Jimmish ou des gens Mhm. qui pourraient vraiment faire des choses incroyables avec le sang. Ça reste néanmoins une source particulièrement chouette d'avoir exploré ce côté des sangs clairs qui puissent tirer leur épingle. J'ai l'impression que tu as une Euh, petite préférence pour les proies qui deviennent les chasseurs, non? Ah, j'aime bien. C'est vrai Hmm. que j'aime bien que l'ordre établi, de temps en temps, on le voyait sur les romans, que tu pouvais avoir un prince, un primogène ou un archonte, peu importe le grade qu'avait le protagoniste. S'il était face à une dizaine ou une quinzaine d'humains qui étaient armés jusqu'aux dents, euh, peu importe les dons noirs, les disciplines, les pouvoirs qu'il pouvait avoir, pris dans un goulet, ben, il fait pas le fier. Et j'aime bien ce côté où justement les hunters ou les sangs clairs ou même les petites générations peuvent, grâce au nombre ou à l'organisation, faire tomber un vampire plus puissant qui serait trop despotique ou autoritaire ou sadique. Hmm. Euh, Ça peut être une idée qui est très actuelle.
où on aurait envie justement d'une certaine forme de révolution et qu'on puisse la faire justement en jeu, et ce serait un défouloir assez notable. Ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que tu voudrais parler de tes personnages préférés que tu as eu l'occasion de créer au cours de toutes ces décennies dans Vampire la Mascarade? Ah, j'ai créé les personnages que j'ai lus euh, via soit les romans White Wolf ou soit d'autres romans. Euh, je citerai Improbable, je citerai la série d'Anonyme avec le Bourbon Kid et toute la compagnie des Deadhunters. Euh, c'est de voir certains ouvrages de fiction fantastique ou d'anticipation qui t'ont marqué et du coup tu en crées des petits personnages qui viennent et qui font le travail. Dans les romans, il y avait quelques monstres euh, qui avaient été mis en avant sur quelques trilogies qui sont le Pacte du Sang ou la trilogie du sang de White Wolf. Et j'ai fait justement deux vampires issus de cette trilogie-là. Et c'est vrai que les joueurs avaient été particulièrement impressionnés des caractéristiques des personnages et de leur background. C'est vraiment très très chouette là-dessus. Sinon, en tant que joueur, je ne l'ai pas été beaucoup, mais le fait de pouvoir faire des clans qu'on n'a pas l'habitude de faire, que ce soit Nosferatu, Gangrel, La Sombra ou autre, c'est bien parce que bah, on découvre une autre façon de fonctionner et c'est plutôt assez cool de se mettre un petit peu en difficulté. Hmm. Parce que il y a des clans qui nous satisfont et qui sont pas très faciles, mais qui nous correspondent. Et on se met pas trop dans la difficulté, on se met pas trop dans l'épreuve face à ça. Et on sait que si on a envie de faire une partie un peu loufoque, on va partir sur du Malcave et de temps en temps sortir des choses qui sont anachroniques ou incroyables. Et ça a un côté humoristique dans, dans la partie qui peut avoir son petit effet. Hmm. Un peu Mais quand tu jouissif, vas ouais. chercher, voilà, quand tu vas chercher des clans peut-être un peu plus, euh, pas complexes, mais euh, structurés différemment, tu te mets en défaut, pas en défaut, je dirais, tu sors de tes limites, ouais, et de tes carcans, et c'est assez marrant de se dire, il faut pas non plus que je déroge trop à l'idéologie du clan, et qu'est-ce que je pourrais faire à ma sauce qui pourrait être très rigolo, quoi, qui pourrait sortir un peu plus du lot. Donc oui, des clans, comme je l'ai cité, Gangrel, La Sombra, je pense que tu vois très bien de qui je parle. Oui. Euh, des gens qui aiment bien les sangliers. Ah oui, oui, oui. Et du coup, ben, j'ai envie de te dire, on arrive au terme de notre interview. Donc, merci encore pour cette interview, Tot. Pas de souci, c'était un Et plaisir. puis, j'ai envie de dire, on risque de t'entendre à nouveau. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir un retour de ta part, parce que tu as une longue expérience, comme tu l'as mentionné dès le début, dans Vampire la Mascarade. Et du coup, j'imagine que ça intéressera pas mal de personnes. Du coup, il nous reste à vous laisser, à vous dire arrivederci, et n'oubliez pas, l'imagination n'a aucune limite. Ciao, ciao! Hé, hé,
Fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.